Salut, c'est Sandrine Elia du podcast Femmes en Affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. Avant de débuter l'épisode, on voulait vous présenter le podcast Parler pour comprendre qui est animé par notre collègue Laurence. La mission du projet, c'est de vulgariser des concepts féministes pour mieux comprendre les enjeux actuels. Par exemple, dans son dernier épisode, elle explique tout ce qui entoure la vague de dénonciation d'agressions sexuelles qui a eu lieu au Québec au mois de juin. Le podcast est aussi produit par notre équipe, puis c'est pourquoi, dans le fond, il est présenté sur tous nos réseaux sociaux, puis on vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. Pour ce qui est de notre épisode de ce mois-ci, on a eu la chance de discuter avec Déborah Cherenfant, une femme avec de multiples expériences et qui se spécialise en entrepreneuriat féminin. Déborah, elle est née en Haïti et elle est venue poursuivre ses études au Québec. Elle a un certificat en économie internationale de l'UQAM et un bac en entrepreneuriat à HEC Montréal. En sortant de l'université, elle s'est beaucoup impliquée dans des organisations qui accompagnent les entrepreneurs dans leur développement et leur croissance. En 2011, elle fonde son blog Modèle, qui a remporté plusieurs prix et distinctions, dont celui du meilleur blog business au Canada en 2013. Ce blog, c'est une plateforme d'information et un répertoire de femmes qui ont réussi en affaires. Elle est également à la tête d'un atelier d'accessoires mode et déco, fait de tissus importés et fabriqués à la main à Montréal. Présentement, elle est présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Cet organisme-là, c'est un regroupement de cadres, de professionnels, d'étudiants et d'entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils organisent une panoplie d'événements pour développer la relève d'affaires à Montréal. Pour son mandat, elle veut vraiment travailler sur la rétention des talents à Montréal, les cultures d'entreprise et le développement durable. Elle siège également depuis 2018 au Conseil du statut de la femme, puis elle va vraiment nous en parler durant cet épisode-là. Alors on espère que vous allez aimer et on vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour, merci de nous accueillir dans votre atelier, c'est vraiment le fun. Mais grand plaisir pour moi, merci d'être là, merci pour l'invitation aussi, ça me fait plaisir d'être avec vous. Fait qu'on va peut-être commencer un peu par votre parcours. On a vu que vous avez vraiment fait plusieurs trucs diversifiés, puis beaucoup d'expériences au cours de peu d'années. On avait vu aussi qu'au cœur de tout votre parcours professionnel, c'était vraiment l'entrepreneuriat au féminin qui prenait le plus de place. Fait que comment vous avez découvert cet intérêt-là, puis pourquoi c'est important pour vous? En fait, question très juste parce que ça a vraiment démarré avec un intérêt très jeune. D'un côté, l'entrepreneuriat, puis après, par la suite, l'aspect féminin. Je me rappelle, très petite, vers l'âge de 7-8 ans, je savais que je voulais faire des affaires. Dans ma tête, j'avais un mot « businesswoman » sans savoir véritablement ce que ça voulait dire. Mais je savais que j'aurais un lien dans mon avenir avec le commerce parce que toute petite, je faisais des mini projets commerce. Donc, j'ai vendu des chocolats, j'ai vendu des cartes de vœux. J'ai même fait un salon de beauté où je faisais manu, pédi pour la famille. Donc, j'ai toujours eu une activité commerciale très petite. Et je me rappelle aussi, c'est 8 ans plus tard, donc précisément à l'âge de 16 ans, que je découvre le mot entrepreneuriat et qu'on dirait que c'était un coup de cœur. Ça fait bizarre à dire d'avoir un coup de cœur pour un mot, mais ça a été ça mon histoire. Et j'ai fait également une autre fixation peut-être 2 ans plus tard, quand je découvre qu'à HEC Montréal, il y a un programme en entrepreneuriat, en 3 langues, sachant que je parlais déjà, je parle créole et en grandissant en Haïti, je parle aussi français, comme on peut l'entendre, mais aussi étant sur une île où notre voisine parle espagnol, donc j'avais des notions en espagnol, c'est une langue que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Et bien évidemment, étant pas loin des États-Unis, l'anglais était plus qu'une connaissance et plus qu'un intérêt. Donc, je trouvais que ce programme collait très bien à ce que je voulais faire et à qui j'étais. Et quand je viens étudier finalement, après un parcours à l'UQAM, j'atterris à HEC, je termine à HEC. Je travaille sur un projet assez concret qui est de créer un réseau d'affaires pour les femmes afro-caribéennes. Parce que pendant mon parcours, mes études, mon immigration récente, je réalise très rapidement qu'en termes de représentation, en termes de discours, en termes de place qu'on fait aux femmes particulièrement, puis par la suite aux femmes issues de la diversité, entre guillemets, était très minime. Donc là, on est à peu près en 2008-2009 pour vous situer. Ça a été vraiment, je ne vais pas dire un choc, mais ça m'a fait sourciller cet aspect des choses parce que de là où je viens, oui, plusieurs pourraient arguer que
Les femmes n'ont pas beaucoup de place dans la société, mais je viens quand même d'une société où les femmes ont beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de poids dans les décisions, que ce soit familiales, société. Donc, en termes d'importance accordée à la femme, je pense que c'est là. Donc, ça m'avait frappée et j'ai décidé d'en faire mon engagement, ma passion et faire en sorte que la place, l'intérêt pour les femmes dans le milieu des affaires, la représentation aussi, que ce discours-là change un tout petit peu. Vous trouviez que, mettons, ici, la femme elle avait un peu moins de place que comparativement en Haïti? Tout à fait. Je trouvais qu'elle avait moins, on en parlait moins alors qu'elle était là, dans le sens où si je comparais avec les entreprises détenues par des femmes, même si statistiquement, encore une fois, on n'en voyait pas beaucoup, mais quand j'étais en Haïti, même si les situations ne sont pas comparables, dans le sens où peut-être qu'en Haïti, beaucoup pourraient faire valoir que c'était beaucoup plus de l'entrepreneuriat informel, que c'était pas de l'entrepreneuriat avec des grandes entreprises telles qu'on les connaît, donc c'était beaucoup plus des commerçants dans la rue, des personnes qui faisaient de l'import-export, donc rien de très structuré, rien de très structurant non plus. Donc plusieurs pourraient dire que non, mais les femmes, je les voyais, puis c'était elles qui tenaient, si on veut, ces rênes-là, les cordons de la bourse d'une part, mais aussi cet aspect de décision. Donc pour moi, la femme entrepreneur en Haïti est très présente. Donc, c'est pour ça que je me disais, il y a comme un manque et c'est dans la démarche du blog que je découvre qu'elles ne sont pas absentes, c'est juste qu'elles n'ont pas la parole plus souvent, très souvent aussi par choix, elles ne prennent pas la parole, mais aussi parce qu'on ne leur donne pas la parole non plus. Donc, c'est un peu ce constat-là que je fais très tôt en arrivant et qui, encore une fois, se retrouve et transparaît dans mon parcours et dans mes implications. Pour ceux qui ne savent pas, à HEC, en entrepreneuriat, vous commencez vraiment un projet qui vous concret. Oui, c'est ça. Puis vous le continuez pendant toute votre bac, dans le fond. Exact. Donc, vraiment, et même, on a une année très, très, très précise où on travaille sur le projet, mais vraiment de façon très concrète, à savoir, on est sur le terrain, on fait des appels, on fait des approches, on fait vraiment une étude de marché au-delà des recherches Google. On parle à des gens. Donc, c'est vraiment très, très, très concret comme démarche. Et ça, c'était à l'époque. Je sais que ça a un petit peu changé aujourd'hui en termes de parcours, mais c'était déjà très, très, très concret comme approche. Dans le fond, là, c'est ça, vous aviez fait un blog quand vous étiez au bac. Mm-hmm. Puis là, est-ce que c'est là que ça s'est transformé en le blog modèle? C'est le même projet ou ça s'est transformé au cours des années? Ça s'est transformé en blog parce qu'au début, effectivement, je voulais faire un réseau d'affaires, donc basé sur le réseautage, etc. Et puis, ça s'est transformé en blog quand je réalise, en terminant à HEC, je me rappelle très bien, plusieurs des commentaires que j'avais reçus, c'est qu'il existait déjà un réseau des femmes d'affaires du Québec et d'autres réseaux et que l'intérêt ou la pertinence d'avoir un réseau dédié spécifiquement aux femmes afro-caribéennes, ce n'était pas présent, ce n'était pas valable parce qu'il y en avait très peu. Donc, moi, c'est l'écho que j'avais eu dans mon évaluation finale de mon projet à HEC. Puis, je le dis en souriant parce qu'effectivement, j'aurais peut-être dû insister un peu plus pour pousser ce projet-là, mais je me suis laissée atteindre par ce commentaire-là, me disant qu'il n'y avait peut-être pas de poids ou de pouvoir à ce projet-là. Mais ça m'a quand même amené ailleurs. Ça m'a amené à aller travailler sur le terrain beaucoup plus. Donc, ce qui m'a amené dans les organismes communautaires, notamment chez Afrique, à travailler sur un projet pour lequel ils venaient de recevoir un financement pour accompagner des femmes africaines particulièrement vers l'entrepreneuriat. Donc, qui inclut la sensibilisation, l'accompagnement pour le plan d'affaires et aussi la recherche de financement. Donc, qui n'était pas spécifiquement un réseau d'affaires tel qu'on le conçoit, qu'on le sait, mais qui était quand même un projet dédié à des femmes afrodescendantes telles que je l'avais conçu aussi dans ma tête, mais qui était un petit peu plus poussé et plus concret que ce que je voulais. Donc, ça a été une perte pour d'autres gains et c'est comme ça que 2 ans plus tard, le projet que j'avais quand même en tête et qui m'avait tenu à cœur, je le transforme un peu en blog, donc en ligne, donc moins l'aspect physique d'un réseau d'affaires. Nous, ça nous a fait rire quand on a découvert ça parce qu'on se reconnaît tellement dans votre mission. On a parti le podcast pour ça aussi parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de modèles de représentation. Puis j'ai vu une de vos citations, c'était « On ne peut pas devenir quelqu'un qu'on n'a pas vu ». Ah oui. Vous avez vu une évolution là-dedans? Vraiment. Et ça dépend de qui le regarde. Moi, je dirais que 15 ans, parce que ça fait 15 ans cette année que je suis au Québec. 15 ans, c'est pas court comme période, mais c'est aussi très court comme... si on veut, ancrage dans un pays, dans une province, dans une culture. Et moi, je trouve qu'on a vraiment beaucoup évolué. Sincèrement, si je compare 2009 à 2019 en termes de programmes, de promotion, d'initiatives, de façon de parler, de mettre de l'avant, à quel point on recherche cette voix des femmes-là, il
y a clairement une évolution. Et il faut aussi dire que, est-ce que c'est un chiffre générationnel? Je pense que oui, ça a à voir. Je pense qu'il y a aussi, ça, il faut le donner au gouvernement, même si au cours des 10 dernières années, il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Mais faut rendre à César ce qui appartient à César, dans le sens où ça a été également une volonté de l'État de mettre de l'avant l'entrepreneuriat, par la suite l'entrepreneuriat féminin. Donc, je pense que ça a aidé la société à cheminer. Donc, ça, je pense que c'est très, très, très positif. Et c'est comme ça qu'on a vu des changements véritables dans la transformation un peu de nos mentalités ou de nos façons de concevoir et qui se traduisent par de la visibilité accordée à plus de femmes de la diversité et ainsi de suite. Mais oui, définitivement, sinon, je ne resterais pas optimiste, sinon je ne continuerais pas à travailler parce qu'à un moment donné, si après 10-15 ans, on ne voit pas de changement, c'est que soit c'est de l'acharnement de notre part, soit on n'a pas trouvé notre voie, puis il faut abandonner, puis on n'a pas compris quelque chose. Mais je vois définitivement un changement, sincèrement. Et je pense qu'on évolue, on est sur la bonne voie. C'est sûr que ce n'est pas équitable, ce n'est pas toujours la parité partout égale. Mais je pense qu'on évolue et on évolue dans le bon sens. Quand vous parlez de la place du gouvernement qui a aidé, est-ce que vous parlez du Conseil du statut de la femme? On a vu que vous aviez été nommée en 2018. Est-ce que vous nous parlez un peu de qu'est-ce que vous faites dans votre mandat? Puis, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. En fait, le Conseil, c'est un organe du gouvernement. Donc, c'est une institution qui a été fondée dans les années 70, en 73 précisément, pour conseiller le gouvernement en matière d'égalité hommes-femmes, mais aussi qui a un gros mandat en termes de recherche et de documents, que ce soit des avis, des mémoires, à publier sur la situation des femmes dans la société québécoise, mais aussi qui est en mesure de faire des recommandations au gouvernement d'une part, mais également un rôle très, très, très fort d'informer le public par rapport à ces éléments-là, ces statistiques, ces découvertes, ces études, etc. Comprendre que c'est un fonctionnement comme un CA, c'est-à-dire quelques rencontres par année pour faire en sorte de faire avancer certains dossiers. Dans les 2 dernières années, et j'espère que ma mémoire ne me fait pas de défaut, on était en chevauchement entre les gouvernements, donc entre le gouvernement libéral et le gouvernement de la CAQ qui est arrivé. Donc, on a eu 2 gouvernements. On a eu aussi plusieurs personnes qui ont été ministres de la condition féminine. Donc, on a relevé, si on veut, de différentes personnes. Je pense qu'il y a eu 3 ou 4 changements en termes de ministres dont relève le Conseil du statut de la femme. Donc, il y a eu quand même pas mal de changements auxquels il a fallu s'adapter. Mais le Conseil est toujours actif, toujours bien équipé. Il y a une équipe extraordinaire sous la direction de Louise Cordeau, qui en est la présidente et qui nous sollicite, nous, membres nommés par le Conseil des ministres, pour ces avis-là, d'armes de direction que le Conseil doit prendre pour conseiller le gouvernement. Les individus que nous sommes dans la société, on ne va pas voir concrètement le travail du Conseil du statut parce que le travail est beaucoup plus en amont, dans les coulisses, par rapport à des documents à fournir au ministère de la Condition féminine pour appuyer certaines lois, certaines mesures ou certains appuis à des organisations qui sont présentes sur le terrain. Donc, je vous dirais que c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est pourquoi on ne va certainement pas avoir des éléments très pratico-pratiques du jour au lendemain dont on a discuté hier, mais c'est un travail de longue haleine. Par contre, je vous dirais que dans les 2 dernières années, ça a été une réflexion entamée avant que je n'arrive. Le Conseil a entamé un virage, je dirais, numérique pour être beaucoup plus présent et proche d'une communauté plus jeune, plus active, notamment avec une série podcast. Il y avait déjà un compte Twitter très, très, très actif, mais un compte Instagram, des vidéos également. On a une vidéo qui a été vue plus de 500 000 fois, si je ne m'abuse, et peut-être même depuis beaucoup plus longtemps sur les violences conjugales. Donc, on essaie justement de prendre ce virage numérique pour faire en sorte qu'on atteigne le commun des mortels ou monsieur et madame tout le monde, surtout dans notre mission qui est double. Donc, d'une part, conseiller le gouvernement, mais également d'informer le public. Donc, voilà à peu près ce que je fais. On voit souvent que dans les organismes publics, justement, il y a plus de femmes, il y a plus de diversité que dans le privé. Mais est-ce que, mettons, le Conseil de la femme va faire des recommandations, puis eux, ils vont plus prendre ça à la lettre? Fait que c'est pour ça qu'ils, mettons, ils incluent plus de femmes dans leurs administrateurs? Toutes les membres, je devrais dire, du Conseil du statut sont des femmes, effectivement. Il y a de la diversité au sein de ce conseil-là, et je ne suis pas la seule à représenter cette diversité-là, dois-je dire aussi fièrement. Donc, effectivement, si on a une situation très précise, parce que je sais que l'année dernière, d'ailleurs, le Conseil a sorti un état de la situation sur la présence des femmes au sein des conseils d'administration, mais aussi des sphères décisionnelles pour faire comme un état des lieux. Ouais. Mais pouvoir
conseiller le gouvernement en matière de comment aller en chercher. C'est pas seulement à Montréal, parce que des fois, on a peut-être tendance à regarder la situation montréalaise qui, des fois, même si on n'est pas satisfait, est quand même meilleure que ce qu'on peut retrouver en région. Donc, le conseil a cette visibilité-là et cette responsabilité-là de conseiller le gouvernement pour faire en sorte d'aller pas nécessairement recommander des candidatures parce qu'on n'est pas à ce niveau opérationnel, mais de pouvoir à grande échelle conseiller et dire que voici l'état de la situation, il faut la changer pour telle et telle raison et appuyer cette conseil-là d'arguments clairs et nets parce que c'est important d'avoir cet équilibre-là, si on veut, et sans parler de quotas, mais d'avoir cette parité-là, si on veut, ou d'être en zone paritaire, même si ce n'est pas 50-50, mais d'être en zone paritaire au moins dans ces milieux décisionnels pour faire en sorte que les femmes soient représentées, que la société soit représentée en bout de ligne. Les femmes font partie de la société et on veut que la société soit représentée dans les organes qui nous gouvernent, qui décident pour nous. Ah, c'est intéressant parce que je trouve qu'on ne le connaît pas vraiment, cet organisme-là. Oui, vraiment. Puis il y a vraiment une mission super importante. Là. Justement, Tout à le fait. conseiller le gouvernement, c'est quand même très, très important. Oui, très, très important et impressionnant, effectivement. Et je suis d'accord avec vous parce que le travail, peut-être des fois, n'est pas de terrain, même s'il y a des personnes au sein du conseil qui sont très, très, très terrain, mais un travail de longue haleine de recherche et très, très, très exemplaire. Franchement, moi, je suis impressionnée. Comme je dis, ça fait à peine 2 ans. Je suis vraiment impressionnée par le travail que ces personnes-là font. L'équipe, je disais tout à l'heure, les administratrices sont des femmes, mais l'équipe regorge à la fois de femmes et d'hommes. Donc, pour avoir un peu cette lecture de la situation, qu'il ne soit pas, encore une fois, qu'on ne recrée pas un débalancement de notre côté, Ouais. mais qui est quand même une lecture des deux côtés. Mais je pense que le conseil gagne à être connu et reconnu, mais effectivement, c'est vrai que auprès des jeunes comme vous, on n'a peut-être pas assez de leverage en bon français. Et aussi, je trouve que c'est vraiment un bon système au niveau du conseil parce que vous disiez qu'en gros, vous ne dépendez pas d'une ministre qui est nommée à la condition féminine, ce qui fait que votre mandat n'est jamais vraiment interrompu. C'est-à-dire que vous êtes vraiment indépendant et Oui. vous donnez des recommandations. Donc, peu importe les gouvernements, ça n'a pas d'impact. Exactement, Ok. c'est exactement ça. C'est sûr qu'on doit suivre les orientations, mettons, de la nouvelle personne qui va être nommée ministre de la Condition féminine. Si elle nous passe une commande, par exemple, si je prends l'exemple du contexte actuel qu'on vient de vivre avec une autre vague de dénonciation sexuelle, si, mettons, la ministre de la Condition féminine actuelle nous passe une commande de faire une recherche détaillée là-dessus, donc à ce moment-là, oui, on va, entre guillemets, dépendre de ses orientations, mais le conseil demeure quand même indépendant et transcende en quelque sorte les différents gouvernements et ministres qui à travers les années. Je pense que ça existe qu'au Québec, non? Parce qu'en France, il me semble que le conseil du statut de la femme est lié à la ministre. Si je ne m'abuse, je ne suis pas très, très, très au courant. Par contre, dans les autres provinces, c'est le cas. Il n'est pas aussi bien constitué parce que j'avais fait mes recherches effectivement en me joignant à l'organisation et même l'équivalent ontarien n'est pas aussi développé ou même financé, devrais-je dire. Donc, ce qui fait qu'on entend moins et le conseil du statut de la femme du Québec est quand même bien positionné en ce sens-là en matière de soutien, d'appui du gouvernement et de pertinence aussi dans la société qui continue à avoir. Donc ça, c'est très, très important après de nombreuses années. Oui, parce que je pense que justement, plus on a d'informations puis plus on voit des chiffres, c'est là que les gens ils prennent plus conscience des différences puis tout à des fait. inégalités en voyant des statistiques. Oui, oui, exact. Et des statistiques qui frappent parce que là, on comprend exactement pourquoi il existe des organisations comme ça, pourquoi il y a des gens qui continuent à se battre et qui ne restent pas sur leur laurier en disant que oui, tout est acquis, tout c'est fini, la bataille. Non, il faut encore continuer. Ça crédibilise aussi le milieu, le militantisme un peu féministe, parce que si le gouvernement l'appuie, ça prouve que notre combat était encore... Enfin, notre combat, c'est un mot un peu avancé, mais notre recherche oui, tout à d'égalité est encore quelque chose qui est Pertinente. importante Oui. et qui est systémique. Oui, oui, tout à fait, parce qu'elle n'est pas acquise partout. Et à partir du moment où cette égalité de droit n'est pas une égalité de fait, donc même si on sait que théoriquement sur papier, on est tous égaux devant la loi, mais quand on regarde les faits, c'est pas ce qui se passe nécessairement. Puis vous, plus particulièrement, on a vu qu'un de, justement, vos combats, si on peut dire, c'était l'autonomie financière des femmes. Fait qu'on voulait savoir si vous pouviez nous parler un peu de ce concept-là, c'est quoi exactement, puis c'est quoi la situation actuelle. Ça a été très tôt, effectivement. Après Modèle, quand je démarre le blog et que je fais des entrevues, je rencontre plusieurs personnes qui
en fait, m'informe un peu plus sur comment ça se passe au Québec, parce qu'il faut aussi garder en tête que c'est également en même temps une société que moi je découvre, une culture d'affaires que moi je découvre en même temps. Donc, ça a été un autre mini-choc que j'ai vécu, c'est de penser peut-être que moi, venant d'Haïti, arrivant dans un pays occidental comme le Canada, et particulièrement m'installant au Québec, pour moi, les personnes vulnérables, les personnes en situation de pauvreté, c'est pas que ça n'existe pas, mais dans ma tête de jeune de 19 ans, ce pays n'a pas à gérer cet enjeu-là que moi j'ai vu souvent en Haïti. Et je tombe encore une fois un peu de ma chaise en découvrant qu'effectivement, il y a des organisations qui contribuent à enrayer que ce soit la pauvreté, mais aussi à accompagner particulièrement des femmes vers une certaine autonomie financière, parce qu'il y a des personnes qui vivent en situation de vulnérabilité, même ici, malgré tout le développement, toute l'infrastructure, tous les soutiens et programmes gouvernementaux qui existent, demeurent des personnes qui ont des statuts vulnérables et c'est une situation qui peut changer du jour au lendemain. Donc, dans cette démarche-là, début 2010-2011 à peu près, je tombe sur une organisation qui s'appelle Compagnie F, où je suis encore impliquée plusieurs années après, qui a une mission très claire, c'est accompagner les femmes vers l'autonomie financière. Donc, un mot qu'on entend très souvent, peut-être une version en anglais, empowerment, autonomisation ou responsabilisation, bref, ça a plusieurs tournures en français. Et ça a été pour moi une découverte et aussi un intérêt décuplé, si on veut, parce que je réalise qu'il y a des femmes qui ont besoin d'aide, qui sont peut-être en transition professionnelle, qui n'ont tout simplement pas d'emploi, mais qui ont une situation familiale et personnelle très difficile et qui ont besoin d'aide pour être indépendantes financièrement. Et même dans certains cas, indépendantes de leur conjoint, indépendantes de leur famille. Mais il y a plusieurs personnes qui, à Montréal, au Québec, au Canada, vivent avec ce choix difficile de devoir dépendre financièrement d'autres personnes alors qu'on est adulte et vacciné. Donc, moi, j'arrive avec ce constat-là un peu vers les années 2010 et 2011. Et depuis 1997, en fait, que l'organisation a été créée, Compagnie F, qui accompagne beaucoup des femmes dans un statut vulnérable. Donc, comme je dis, qui sont soit en transition, qui sont probablement sur l'aide sociale, qui ont peut-être des enjeux personnels et professionnels, comme je le dis, à un peu trouver un réconfort, un refuge dans l'idée de démarrer quelque chose pour elles, par elles, qu'on accompagne via du coaching, de la formation précisément pour monter soit un plan d'affaires, mais juste pour être en mesure de travailler sur l'idéation d'un projet. Donc, pendant ce moment-là, 12 à 15 semaines qu'elles passent en formation, c'est là qu'elles ont un contact et une réalisation qu'elles peuvent faire plus, qu'elles peuvent faire mieux. Et c'est heureusement une formation financée par Emploi Québec, c'est-à-dire qu'on a pu, si on veut, aller trouver un intérêt concret à la chose, dans le sens où c'est bien beau de parler de « allez-y, venez devenir autonome financièrement », mais quitter sa maison, ses enfants seuls, alors qu'on n'est pas rémunéré, c'est comme si on recrée nous-mêmes le même problème. Donc, la formation est subventionnée par Emploi Québec, qui permet à ces femmes-là, oui, de quitter chez elles pour venir suivre la formation chez nous, mais elles sont rémunérées, le transport est payé parce que, justement, on a une sensibilisation encore plus poussée, si on veut, par rapport à ces femmes-là qui ne sont pas desservies, entre guillemets, ou dont les besoins ne sont pas desservis par des autres organisations qui existent et qui s'adressent peut-être à un certain profil de personnes qui ont fait des études universitaires, ont peut-être un emploi ou ont démissionné de leur emploi pour faire une entreprise. Donc, ça prend quand même un certain niveau de privilège pour être en mesure d'arriver à ce niveau-là. Mais nous, on s'adresse à cette autre catégorie de personnes qui ont besoin de se rattacher à une idée, un projet qu'elles vont elles-mêmes créer pour survivre, entre guillemets, en matière financière, mais aussi professionnelle, pour avoir un peu cette estime de soi-même-là, donc travailler sur ce projet-là. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ce sur quoi on travaille et je suis la présidente du CA depuis 2016, donc depuis 4 ans maintenant. Mais moi, ça a été vraiment une mission importante et je trouve qu'une mission qui me colle bien dans le sens où, même si personnellement, je n'ai pas vécu ces enjeux-là, je ne les vis toujours pas d'ailleurs. Donc ça, c'est important de reconnaître cette chance-là et ces privilèges-là que j'ai. Mais c'est une situation, si on veut, qui a beaucoup écho avec mon histoire, l'histoire de mon pays ou mes origines, parce que je peux comprendre que la situation contextuelle dans laquelle on se trouve nous empêche de réaliser nos rêves. Donc moi, c'est quelque chose à laquelle j'étais très, très, très sensible.
Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer dans une organisation comme ça. Donc, je ne sais pas en termes de statistiques où on en est aujourd'hui au Québec, mais je sais quand on se compare, on se console. Et je sais que quand on regarde d'autres régions, d'autres pays, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, quand on regarde des programmes qui sont mis sur pied pour aider vraiment concrètement les femmes vers l'autonomie financière, on n'en est pas là au Québec en termes de sous que ça prend parce qu'on s'adresse quand même à une infime partie de la population. Peut-être pour vous donner une idée, en matière de compagnie F, on accompagne à peu près 35 à 50 femmes par année. Donc, au cours des 25 dernières années que l'organisation existe, donc ça vous donne une idée du nombre de femmes. Puis ces femmes-là, ils s'inscrivent par elles-mêmes Oui. ou vous allez les chercher? En fait, c'est les deux. Elles s'inscrivent par elles-mêmes, mais le elles-mêmes implique qu'elles ont un conseiller ou une conseillère en emploi, d'Emploi Québec, qu'elles voient, etc. Donc, elles ont quand même, etc. Parce que sinon, c'est pas vrai qu'elles vont nous trouver sur Facebook ou Instagram. On s'entend, on va se le dire aussi. Mais ce sont des personnes qui sont déjà suivies dans le système et qui sont référés à notre organisation pour être en mesure de suivre ce programme-là et être en mesure de passer à autre chose, à changer de niveau vraiment de vie via un projet professionnel, entrepreneurial ou autre. Puis est-ce qu'il y en a beaucoup de femmes que finalement leur projet justement se concrétise puis ils continuent avec ça ou c'est plus ils se trouvent un intérêt puis après ça ils vont peut-être trouver un emploi qui est relié à ce domaine-là? C'est les deux. En termes statistiques, à peu près, je dirais 30% de personnes qui restent vraiment malheureusement qui restent dans leur situation, mais il y a 40% de femmes qui trouvent un emploi, puis l'autre 30% démarrent leur projet et même sont en mesure d'aller faire financer leur projet. C'est, encore une fois, on ne parle pas de grandes multinationales, mais quand même d'un projet de travailleur autonome où la personne est en mesure de créer que ce soit un service traiteur ou d'offrir des soins de beauté ou etc. Donc, ça fait en sorte que la personne elle-même, comme je disais tout à l'heure, son estime d'elle-même et le fait de voir qu'elle a pu concrétiser quelque chose et puisse elle-même se sortir d'une situation difficile, ça aide beaucoup le moral et ça aide aussi des fois souvent la famille parce qu'on s'adresse aussi, bien évidemment, des fois, on crée des programmes pour des femmes. Il faut aussi penser aux enfants, à la conciliation travail-famille. Elles aident également souvent leur famille et leurs enfants particulièrement. OK, c'est cool. Parce que c'est ça, moi, quand j'avais fait un peu des recherches sur l'autonomie financière, je voyais aussi que c'était, par exemple, des femmes qui sont dans une bonne situation. Par exemple, ils ont un bon revenu, ils ont un travail. Sauf que, mettons, vu que la femme maintenant est un peu indépendante, le couple, par exemple, homme-femme, ils vont mettre chacun 50% de leur salaire dans, comme, mettons, la maison puis les comptes communs. Mais là, après ça, vu que la femme est moins payée, bien, elle a le moins d'argent pour ses dépenses personnelles. Puis ça fait que... Elle dépend. C'est ça, elle dépend quand même de l'homme, même si elle a un salaire puis elle est autonome. Des fois, après, il y a des situations encore plus dramatiques parce que là, effectivement, la situation est très claire dans le sens où, étant donné qu'on sait qu'en termes d'équité salariale, on n'est pas au même niveau, on va se le dire. Je pense que dans les dernières années ou dans la dernière année, je crois qu'au Canada, au Québec, on est à peu près à 82 ou 83 sous sur le dollar que l'homme va gagner. Et ça fait en sorte qu'effectivement, si on contribue 50-50, à un moment donné, si l'homme au net gagne 3 000 puis la femme 2 000, c'est sûr qu'on va donner 50-50. C'est pas juste. Je veux dire, ça prend pas un bac en mathématiques pour comprendre que on n'est pas équitable dans cette gestion-là. Il y a des couples, heureusement, qui arrivent à faire cette gestion peut-être 60-40 ou autre parce qu'ils auraient compris que c'est peut-être pas juste. Mais bref. Et il y a d'autres, ça aussi je vais le dire en souriant, il y a d'autres mauvaises langues qui diraient bon, mais vous voulez l'égalité, bon, mais ça c'est l'égalité, mais c'est voilà, on va les taire. Mais plus que l'égalité, on veut surtout l'équité et c'est pas la même chose. Mais dans des situations peut-être beaucoup plus dramatiques, c'est beaucoup plus dans un couple. Mettons, on imagine la situation, un couple qui achète, donc qui se met ensemble, qui habite ensemble, mais c'est l'homme qui détient le condo, par exemple. Et la femme emménage chez l'homme. Elle contribue au loyer, mais le condo reste à la propriété de l'homme. Cas très, très, très typique qui arrivait beaucoup plus il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, je pense que les jeunes femmes sont beaucoup plus équipées pour être en mesure de demander peut-être un partage beaucoup plus réaliste et légalement faisable. Mais dans le temps, effectivement, si la femme emménage chez l'homme, elle contribue au loyer pendant 5, 10, 15 ans. Donc, elle a contribué à l'hypothèque, en quelque sorte. Et après, ce couple-là se sépare. Donc, c'est sûr que là, elle sort perdante dans une situation où
Elle a contribué pendant tout ce nombre d'années. Et ça c'est la situation de base. Là, je n'ai même pas encore parlé des enfants qui ont grandi donc, dans ce patrimoine-là, si on veut, et que la femme, par exemple, a contribué à des dépenses courantes, donc l'épicerie, les vêtements des enfants, et que l'homme, lui, s'est concentré peut-être sur les versements de l'auto, de la maison ou d'une grande partie de la maison, du chalet s'ils ont une résidence secondaire. Donc, imaginez une femme qui, du jour au lendemain, effectivement, se sépare de cette personne-là et se retrouve sans maison, sans versement mensuel après séparation parce qu'il n'était pas marié. Donc, ça aussi, c'est une situation qui a été regardée de près par le Conseil, notamment, bien évidemment, c'était sous un spectre de conjoint de fait. Donc, le conjoint de fait versus le mariage, etc. Qu'est-ce qu'on peut permettre en termes de droit de la famille, beaucoup plus. Mais quand on regarde cette situation-là, on se dit, mais OK, ça arrive tous les jours parce qu'on n'y pense pas, on se met en couple, etc. C'est la belle vie, on a confiance. On se dit qu'à un moment donné, à la séparation, qu'on n'envisage certainement pas parce qu'on ne se met pas en couple en pensant à quand on va se séparer. Mais quand ça arrive, effectivement, c'est sûr qu'on n'est pas dans notre état mental normal et qu'on ne va pas se séparer. OK, d'accord, pendant 15 ans, tu as donné 800 par mois, donc tu as droit à... C'est sûr qu'on ne va pas aller là. Donc, c'est sûr qu'on se retrouve avec une femme qui a peut-être besoin d'un appui en matière d'autonomie financière parce que là, elle se retrouve avec rien. Et souvent, les cas qu'on a beaucoup regardés, c'était, comme je dis, il y a 30-40 ans. Donc, ce sont des femmes qui ont 50-55 ans et d'autre part, des mères qui sont restées au foyer. Donc, qui, là, après, à 55 ans, trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, c'est complexe. Donc, il faut voir toutes les situations, tous les cas possibles parce que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui rentre dans les cases. Et ça, c'est compliqué, effectivement, à regarder pour chaque personne. C'est compliqué à regarder pour un gouvernement aussi. Donc, c'est pourquoi il existe plusieurs organismes communautaires ou organisations non lucratives qui permettent au gouvernement ou qui s'approchent du gouvernement pour dire « Hey, nous, on a cette situation-là qui est importante. Hey, nous, on a telle... » Donc, c'est aussi pourquoi on a ce collectif, entre guillemets, d'organismes qui portent à la lecture du gouvernement à ces situations particulières parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre en tant que société et se vanter d'être une société équitable quand on a des situations comme ça. L'invisibilisation du travail des femmes, c'est encore une grande problématique. Énorme, énorme. Ouais, mais ça arrive encore maintenant. Moi, en tête, là, j'en ai deux personnes que je connais qui ça arrive. Donc, c'est encore des problématiques qui arrivent. Ouais, mais malheureusement, c'est difficile de reconnaître le travail d'une femme qui s'occupait des enfants pendant 15 ans. Comment on prouve ça sur le papier? Pas de preuve, c'est difficile. Puis j'ai en tête, comme tout le monde, là, le cas d'Éric et Lola, qui a fait tellement beaucoup de bruit ici au Québec. Tout le monde avait deviné c'était qui Éric et Lola. C'était le cas de Guy Laliberté et sa femme, en fait, qui se séparaient. Et la femme, je ne me rappelle plus combien d'enfants ils avaient, sincèrement, mais c'était un cas pratique de la femme qui avait mis de côté sa carrière pour élever les enfants, donc être au foyer, et qui, pendant ce temps-là, avait permis à Éric de pousser, OK, là, ça m'a revient. Au début, j'étais comme, c'est qui ça, Éric et Lola? Éric et Lola, là, c'est bon, connect the dots toujours. Donc, c'est ça, Éric et Lola. C'est un cas qui a marqué, je pense, l'inconscient collectif de plusieurs personnes. Une des facilités, je pense, dans ce cas-là, c'est qu'on a pu réaliser que l'homme était rendu à un niveau professionnel et financier très élevé. Donc, on a pu, si on veut, lier le fait que s'il a pu arriver à ce niveau-là, c'est parce que la femme a pu non seulement y contribuer, mais gérer d'autres aspects. Mais il se passe quoi avec les hommes qui, eux, n'ont pas atteint ce niveau financier? Donc, c'est pas facile de lier réussite professionnelle de l'homme au fait que, bon, mais il a pu arriver à ce moment-là, à ce niveau-là dans sa vie parce que la femme s'est occupée des 3, 4, 5 enfants qui sont restés à la maison, etc. Donc, il arrive quoi pour les autres moins nantis? Donc, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Ben, l'important, je pense que c'est peut-être ça a fait prendre conscience à des femmes de comme faudrait peut-être que je regarde les options. Plus que faire prendre conscience à des femmes, ça fait prendre conscience au gouvernement parce que on a pu sortir des tablettes encore toutes les réflexions qu'il y avait par rapport aux droits du famille, comme je disais tout à l'heure, donc les conjoints de fait, c'est aussi venu de ça, cette réflexion-là, comme je dis, parce qu'on se disait, d'accord, donc ça peut être réel, concret, aller en cours. Bon, mais si ça peut aller en cours puis qu'on en débatte, c'est peut-être que
nos lois ne sont pas assez claires par rapport à ça, puis ne protègent pas assez peut-être les bonnes personnes. Donc ça a permis de rouvrir la conversation, parce que c'était pas une nouvelle conversation, et de faire sortir des écrits d'un avocat très connu d'ailleurs qui avait travaillé là-dessus dans les années 80, si je ne m'abuse. Son nom m'échappe encore une fois, mais ça a permis effectivement plus qu'un niveau individuel de penser « Ah, mon Dieu, il faut que je m'assure que telle chose. » J'imagine que ça fait un précédent juridique qui reste et qui va aider les prochaines. Qui va aider d'autres si jamais d'autres cas arrivent à ce niveau-là, mais tout à fait, ça crée un précédent. En ce moment, on est dans votre atelier coloré. Oui. Fait que, est-ce qu'un peu ça, c'est la concrétisation de votre travail pour justement aider les femmes? Parce qu'on a vu que vous engagez des femmes immigrantes qui ont peut-être des difficultés d'autonomie financière. Bien, premièrement, vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'atelier? Alors, l'atelier que j'ai rouvert en février dernier, donc le 29 février 2020, 2 semaines avant le début du confinement, que personne n'avait prévu, bien évidemment. Donc, quand j'ai ouvert cet espace que j'ai voulu, espace de création et d'événements, qui regroupe plusieurs de mes passions, mais aussi c'est également, comme vous dites, la concrétisation de plusieurs projets sur lesquels je me suis concentrée au cours des dernières années, dont Atelier Coloré, donc la ligne d'accessoires et mode que j'ai créée en 2012, et aussi Fondation Bias, que j'ai cofondée en 2017. Donc, l'atelier réunit ces deux aspects-là. Donc, d'un côté, on a des livres, magazines écrits par des personnes noires, que ce soit des Afro-Canadiens, des Afro-Américains, des Antillais noirs, des Africains du continent. Le premier projet sur lequel la Fondation a commencé à travailler, c'est un pop-up, une librairie éphémère, devrais-je dire, qui s'appelle Impression et qui se concentre sur les auteurs noirs. Donc, c'est ce qu'on retrouve d'un côté à l'atelier. De l'autre côté, effectivement, c'est l'aspect création mode et déco qui est sous le chapeau d'Atelier Coloré. Pourquoi un espace? C'est que depuis 2015 aussi, donc entre les deux, entre Atelier et la Fondation Bias, en 2015, j'ai lancé Marché Coloré, qui est comme la réunion de ces deux éléments-là, qui est beaucoup plus l'aspect événementiel de la chose. Donc, encore une fois, une boutique éphémère qui réunit pas seulement moi, mais plusieurs créateurs qui utilisent des motifs, des imprimés d'ailleurs, mais très souvent qui sont faits ici, parce que je rebondis sur l'élément que vous mentionnez par rapport au fait que je travaille avec des femmes immigrantes dans le cadre de Coloré. Ça n'a pas été une volonté, ça, j'essaie de le dire, même si ça m'enlève peut-être du rayonnement, mais je vais être très transparente parce que ça n'a pas du tout été une volonté, à savoir je veux travailler avec des femmes, mais c'est vraiment une vérité qui est arrivée dans le sens où quand j'ai fait ma recherche, comme je n'ai pas de background en mode, j'ai passé à peu près 1 an et demi, 2 ans à rechercher justement des couturières, des patronistes avec qui travailler. Et les personnes sur qui j'étais tombée, et j'ai fait des recherches dans les écoles de couture, des écoles de mode, le bon fameux Kijiji, j'ai mis un nombre incalculable d'annonces pour trouver les personnes. Et toutes les personnes qui me répondaient, et puis j'avais pas mis de photos de ma tête, là on s'entend, donc c'était pas comme si je voulais des personnes qui me ressemblaient nécessairement. Mais tous les retours que j'avais, les personnes qui m'étaient référées, c'était des femmes immigrantes. Et ce que j'ai compris par la suite en collant des morceaux, c'était souvent des femmes qui avaient eu une carrière en manufacture ici à Montréal. Et c'était des manufactures qui avaient fermé. Donc, il y avait quand même une grande expertise en couture, dans la production de toutes sortes de matériel, des uniformes, des sacs, bref, et qui n'avaient pas pu se replacer souvent ou qui avaient difficilement réussi à trouver quelque chose, donc qui travaillaient soit à temps partiel quelque part ou autre. Donc, encore une fois, l'aspect autonomie financière était devenu difficile, mais qui demeurait avec des responsabilités importantes. Donc, c'était vraiment ce profil de femme. Donc, j'ai commencé avec 3, on a évolué vers 5 personnes. Aujourd'hui, COVID oblige, étant donné que l'atelier est fermé depuis les 5 derniers mois. Je travaille avec une personne au niveau contractuel, mais effectivement, ça s'est avéré que c'était uniquement des femmes avec qui j'ai été mise en contact et avec qui j'ai travaillé. J'ai eu un homme, effectivement, au cours des 8 dernières années, mais essentiellement, ça travaillait avec les femmes. Et même Marché Coloré, l'événement, quand j'ai fait la première édition et que j'ai invité les créateurs justement à soumettre leur dossier, leur portfolio, etc., c'était majoritairement des femmes. Je pense que sur une dizaine, c'était 90% des personnes qui étaient des femmes. Et encore une fois, ça m'a permis de réaliser que, pas que l'entrepreneuriat est une affaire de femmes, mais très souvent, c'est beaucoup de femmes qui sont dans ce type d'industrie-là aussi, on ne va pas se le cacher. Donc, tout ce qui est commerce, tout ce qui est fabrication, artisanat, donc souvent, ce sont des femmes.
Et donc là encore, je me suis vue entourée de femmes et ça ne me dérange pas du tout, mais je trouve ça juste intéressant comme leçon de l'univers, de m'envoyer vraiment toujours plein de femmes qui m'entourent et qu'on s'entraide en quelque sorte dans des projets comme ça. C'est drôle, ça me fait vraiment réaliser que sur la place publique, on va dire, on voit surtout des entrepreneurs hommes, mais parce que j'ai l'impression qu'on met de l'avant des commerces ou des domaines qui sont masculins, alors que l'entrepreneuriat, c'est tellement plus que ça. Tout à fait. Puis de l'autre côté, l'éventail est très féminin. Oui. C'est fou, on dirait, plus on fait des entrevues, plus je réalise qu'en fait, dans cet éventail-là d'entrepreneuriat, il y a une très grande part de femmes. De femmes, oui. Et même, j'ai envie d'utiliser le nom d'un organisme qui existe. C'est les petites mains de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Ce sont des femmes, que j'adore le nom, que j'adore la fondatrice, effectivement, Nahid Abou Mansour. Mais effectivement, quand on regarde les couches ou dans les coulisses de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, très souvent, on voit des femmes, je ne veux pas créer de débat là, on va peut-être me sortir des secteurs très rapidement où non, ce sont des hommes. Puis je suis très, très, très ouverte à prendre ces éléments-là, mais j'ai l'impression que dans certains secteurs spécifiques, les méandres de ces secteurs-là, ce sont des femmes qui sont les petites mains ou les instigatrices de plusieurs choses. Oui, puis c'est ça, l'entrepreneuriat non plus, c'est pas nécessairement comme, OK, il faut 4 avoir immeubles, oui, c'est ça. Je sais pas, 50 employés, puis des revenus d'un nombre vraiment élevé, tu sais, ça peut être une justement démarche, un tout petit à fait. commerce, tu sais. Mais c'est tout à fait de l'entrepreneuriat quand même, puis il y a beaucoup de femmes qui partent de partent projets comme ça aussi. Mais effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui partent en entrepreneuriat, mais beaucoup de femmes qui partent en entrepreneuriat des petites entreprises, ça, c'est un problème. Ça fait... En fait, c'est l'œuf et la poule dans le sens où est-ce que c'est parce qu'on n'est pas représenté qu'on ne se donne pas la peine de lancer quelque chose de gros parce que de toute façon, on se dit qu'on n'aura pas la visibilité méritée, donc on n'aura pas, en bout de ligne, une visibilité égale revenu. Donc, si on n'aura pas la visibilité, notre entreprise ne va pas grandir, ne va pas mûrir, etc. Mais beaucoup de femmes, effectivement, qui vont se contenter ou se résigner de faire petit. C'est très généralisé ce que je vais dire, mais qui préfèrent avoir le contrôle sur une petite structure, et j'en fais partie, donc je me reconnais totalement là-dedans. Gérer les risques, ne pas prendre trop d'engagement parce que c'est ce qu'on peut gérer. Comme ça, on peut nourrir notre famille. Si on fait trop et si on perd l'argent, si on fait trop et qu'on doit fermer, comment on va mais le temps, où est-ce qu'on va avoir le temps? Si c'est trop gros, on n'aura pas le temps. Et même, il y a un passage du livre Lean In de Sheryl Sandberg qui racontait une histoire, puis je pense que c'est tellement véridique. Et elle racontait justement au sein de Facebook qu'elle voulait proposer à une jeune femme une promotion importante et la jeune femme de répondre « Mais je ne suis pas encore prête, je n'aurai pas de temps pour la gestion des enfants si je prends ce rôle-là. » Puis Cheryl lui a demandé « Ah, je ne savais pas que tu avais des enfants. » Puis la fille de répondre « Non, je n'en ai pas encore, c'est juste que je prévois en avoir. Donc, si j'en ai, puis elle n'avait pas de conjoint, mais elle se dit « Oui, mais quand j'aurai des enfants, avoir un rôle comme celui-là, ça va faire en sorte que j'aurai moins de temps à la maison pour concilier les deux. » Vrai, donc, nous, on est tellement, je dis nous, les femmes, tellement dans la gestion du scénario idéal de il faut que ce soit le moment parfait. Non, mais si je le prends, ça veut dire que je ne pourrais pas faire. Et on fait la même chose en entrepreneuriat. Si je vais demander un financement de 500 000, il va falloir que je livre sur 500 000. Je préfère demander 50 000. Comme ça, ma croissance va être beaucoup plus sur 5 ans que sur 5 mois. Et même, il faudrait demander à d'autres personnes plus expertes que moi en financement. La fondation, par exemple, Montréal Inc., avec Liette Lamonde, qui est sa directrice générale, me racontait justement qu'en termes de financement, les chiffres que je vais vous donner ne sont pas exacts, mais c'est pour illustrer la situation. Mettons, pour des projets similaires, compétences égales et tout. Ouais. Un homme va demander, 120 000 pour un projet. La femme va demander moitié moins et même des fois moins que la moitié. Parce que dans une gestion de risque, aussi même des fois plus grave qu'une gestion de risque, c'est la diminution un peu de sa vision, de ses objectifs. Donc oui, mais non, mais je peux peut-être garder petit parce que trop gros, c'est pas bien. Et dois-je aussi dire, parce que ça a été un apprentissage de ma culture, dans la culture d'affaires québécoise, c'est que on n'aime pas vraiment trop gros, c'est pas très bien, ou faire de l'argent, c'est pas bien vu. C'est vrai que c'est très tabou c'est au très Québec, tabou. les gens qui font beaucoup d'argent. Exactement, donc ça, je l'ai appris. Et ça se retrouve dans plusieurs sociétés francophones, dois-je le dire, là. Et ça, je pense sincèrement que c'est un héritage franco beaucoup. Quand on mixe le tout ensemble, ça donne les chiffres peut-être qu'on a aussi où, comme je disais tout à l'heure, c'est entre l'œuf et la poule dans le sens où est-ce que c'est parce qu'on a trop de petites entreprises gérées par des femmes que quand on fait une étude sur l'entrepreneuriat, on ne les retrouve pas ou c'est parce qu'on fait il y a tellement d'hommes qui ont de grandes entreprises que la façon de faire des femmes, disent « Oh, mais non, mais je préfère gérer
Donc, c'est là où il faut travailler, là où c'est valorisant de savoir que les petites mains en entrepreneuriat sont souvent des femmes. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on soit plus que des petites mains et qu'on soit vraiment dans des hauts niveaux. Ça me fait tellement écho à tout ce qu'on entend tout le temps avec le fait que les femmes, elles n'appliquent pas si elles n'ont pas toutes les compétences. Ah oui, totalement. L'histoire nous le montre dans le sens où on va beaucoup plus évaluer, critiquer la femme sur ces éléments-là que juger un homme. Donc, c'est sûr qu'elle veut s'assurer d'avoir toutes les compétences pour être en mesure de contrecarrer tout commentaire, etc. Donc, c'est sûr que ça vient de là, mais effectivement, pour répondre à une offre d'emploi ou même qu'on va chercher une femme pour un CA, c'est même pas une offre d'emploi, c'est un CA 5 fois dans l'année. Je pense pas avoir les bonnes compétences, etc. C'est pas le bon moment. Donc, ça, il faut travailler sur nous là-dessus. Ça, j'en suis totalement consciente. Je le fais des fois, mais beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins. Si on veut que ça change, il faut quand même qu'on soit prêt à y aller. Parce que c'est, encore une fois, ça, je pense qu'on boucle la boucle avec cette entrevue dans le sens où on peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. Donc, le plus, nous, on fait des étapes, des démarches pour faire en sorte qu'on soit visible dans certains milieux, ça va, entre guillemets, inspirer d'autres personnes à faire de même. On montre l'exemple. Exact, très important. Pour le mot de la fin, est-ce que vous avez un rôle modèle qui vous inspire? Parce que vous en avez présenté tellement. Est-ce qu'il y en a une ou peut-être plusieurs ou un groupe, je ne sais pas, de femmes qui vraiment vous ont inspiré dans votre parcours? C'est tellement de base que j'en ai presque honte maintenant de la citer parce que ça a été mon inspiration dès l'âge de 8 ans. Le mot businesswoman, en fait, venait de son profil, c'était Oprah. Donc, c'est tellement stéréotypé qu'une jeune femme noire est comme modèle Oprah. Mais je vais la garder parce qu'effectivement, ça a été tellement... son modèle a été tellement cristallisé dans ma jeunesse. Je regardais son show tous les jours. Ça a vraiment marqué ma jeunesse, mon adolescence, de regarder ce show-là, de voir cette femme-là à ce niveau et de la voir encore aujourd'hui. C'est sûr que je ne regarde pas ces talk shows-là. Mais ça m'a marqué et quand je me remets il y a 20 ans, 25 ans, toute petite en Haïti, je pense à Oprah. À défaut d'avoir mis à jour mon role model, je vais devoir dire Oprah. Et puis bien évidemment, mes parents, ma mère particulièrement, elle n'est pas entrepreneur, mais je pense que parents, si je peux rajouter mon père, même si c'est pas une femme. Pas grave, c'est une figure. Oui, c'est ça, c'est une figure importante, mais je pense que c'est une bénédiction d'avoir des parents comme les miens, particulièrement pour le fait que très souvent aussi on entend ah oui, mais il faut choisir des carrières libérales, médecin, etc. Mon père est médecin et oui, il nous a fortement incité à devenir médecin. Ça n'a pas fonctionné, mais il ne nous a jamais reproché ni dénigré, entre guillemets, nos choix. Et mes parents m'ont jamais, au contraire, toujours encouragé dans mes choix et mes folies, et mes engagements multiples et le fait que je ne veuille pas me calmer. Ça, c'est une bénédiction et ça, je les remercie pour ça. Cool. Merci beaucoup. Super. C'était super intéressant. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, puis on espère que vous avez aimé notre épisode. Si vous voulez nous encourager, on vous recommande de nous laisser 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Sinon, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. On poste beaucoup de contenu informatif pour essayer d'approfondir les discussions qu'on a dans le podcast. Merci!